Bonjour à tous, ici Lisa Dufaux sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. C'est l'heure de la revue Asie-Pacifique, une sélection de sujets d'actualité alternée d'émissions thématiques sur l'Asie-Pacifique. Bonjour à tous et bienvenue dans la revue Asie-Pacifique de cette semaine. Dans la revue de presse de ce mardi 18 novembre, je vous propose tout d'abord de revenir sur la visite de la nouvelle ministre des Outre-mer française en Nouvelle-Calédonie. Nous reviendrons ensuite sur la condamnation à la peine capitale de l'ex-première ministre du Bangladesh, Sheikh Hasina, qui s'est réfugiée en Inde après la chute de son gouvernement. On s'intéressera également à la relation entre les gouvernements des îles Cook et de la Nouvelle-Zélande, qui sont en froid depuis la signature en février dernier d'un accord entre l'archipel du Pacifique et la Chine, sans consultation de Wellington. Et enfin, nous finirons notre petit tour de l'Asie-Pacifique en Indonésie, où un décret présidentiel controversé a accordé le titre de héros national à l'ex-président et dictateur Suharto. La nouvelle ministre française des Outre-mer, Naïma Noutchou, a effectué la semaine dernière sa première visite en Nouvelle-Calédonie dans un contexte économique particulièrement difficile et dans un climat politique également tendu, marqué par la division et l'incertitude. De lundi à vendredi, la ministre a rencontré divers représentants de la politique, de l'économie et de la société civile. Plusieurs acteurs économiques ont exprimé leur inquiétude quant au futur de l'archipel et au manque de soutien financier de la métropole pour relancer l'économie, qui a considérablement souffert des dommages causés par les émeutes de mai 2024. Le mouvement social d'opposition au projet de dégel du corps électoral avait éclaté en émeute en mai 2024, faisant 14 morts et causant 2,2 milliards d'euros de dégâts. Les émeutes ont aussi conduit à une baisse de 13,5% du PIB de l'archipel et à la fermeture de centaines de commerces et autres entreprises, mettant environ 11 000 personnes au chômage. De nombreux acteurs économiques demandent que le gouvernement annule au moins une partie de la dette contractée suite aux prêts garantis par l'État, contractés auprès de l'Agence française de développement. Ce prêt accordé en 2024 a en effet porté le taux d'endettement de l'archipel à 360%, avec des remboursements censés débuter dès 2026. Le vice-président du MEDEF Nouvelle-Calédonie, Bertrand Courte, a notamment réclamé l'organisation par l'État de grands travaux pour relancer l'économie et l'emploi, mais aucune annonce n'a été faite dans ce sens durant la visite de la ministre. L'un des gros enjeux du séjour de Naïma Noutchou était de ramener le FLNKS, le Front de Libération Nationale Kanak et Socialiste, à la table des négociations, mais force est de constater que la ministre est repartie bredouille sur ce plan-là. Le FLNKS rejette en effet le projet d'accord de Bougival, signé en juillet dernier, qui prévoit la création d'un État de Nouvelle-Calédonie et d'une nationalité calédonienne, mais sans indépendance. Des propositions qui sont insuffisantes pour le camp indépendantiste, qui conteste toujours la légitimité du troisième référendum sur l'indépendance organisé dans un contexte de pandémie de Covid-19. Suite à la rencontre entre la ministre et une délégation du bureau politique de son mouvement, le FLNKS a publié un communiqué affirmant que le projet de Bougival ne saurait constituer une base de travail car il est contraire au processus de décolonisation. La ministre a déclaré que cette position était non entendable et a critiqué l'absence de contre-proposition de la part du mouvement en dehors d'une trajectoire vers l'indépendance. Lors de sa visite, la ministre des Outre-mer a plaidé en faveur de l'organisation d'un référendum anticipé sur l'accord de Bougival, afin de donner plus de poids au texte qui sera ensuite débattu au Parlement français pour l'inscrire dans la Constitution française. L'initiative a été applaudie par Sonia Backès, chef de file des loyalistes contre l'indépendance. La ministre espère obtenir ainsi une majorité de soutien au projet lors du référendum et ainsi pousser les partis indépendantistes à se résoudre à accepter le projet. Notons que la semaine dernière également, le PALICA, Parti de Libération Kanak, un des partis qui composent le FLNKS, a annoncé vendredi son retrait définitif du mouvement après 41 ans de coopération. Le PALICA et le FLNKS étaient en désaccord depuis les émeutes de 2024, une rupture consommée avec l'accord de Bougival, puisque le PALICA est favorable à l'adoption du nouveau cadre institutionnel proposé par Paris. Un tribunal bangladais a condamné l'ancienne première ministre Sheikh Hasina à la peine capitale pour crime contre l'humanité. Un verdict retransmis en direct à la télévision publique qui a été suivi d'applaudissements dans la salle d'audience qui était remplie dimanche dernier.
Âgé de 78 ans, Sheikh Hasina s'est enfui en Inde après la chute de son gouvernement en août 2024 et a refusé de rentrer au Bangladesh pour y être jugé. Le ministère bangladais des Affaires étrangères a fait remarquer que le Bangladesh et l'Inde disposaient pourtant d'un accord d'extradition et que Delhi était par conséquent tenu d'extrader Sheikh Hasina. L'enjeu du procès était de déterminer si l'ex-première ministre a ordonné la répression sanglante des manifestants lors d'un soulèvement étudiant l'année dernière. Notons que le Bangladesh s'apprête à tenir ses élections générales, les premières depuis la chute du gouvernement de Sheikh Hasina en août 2024. Le juge Gholam Mortuza Mozumder a déclaré que Sheikh Hasina avait été reconnu coupable de 3 chefs d'accusation, à savoir la sédition, mais aussi d'avoir commandité des meurtres et d'inaction face aux violences. C'est donc la peine capitale qui, au Bangladesh, est exécutée par pendaison qui a été décidée pour l'ex-première ministre. Notons que l'ex-ministre de l'Intérieur, Asaduzzaman Khan Kamal, a également été condamné à mort. Ce dernier a aussi pris la fuite après son inculpation pour 4 chefs d'accusation de crimes contre l'humanité. L'ancien chef de la police, Chowdhury Abdullah Al-Mamoun, a quant à lui comparu devant le tribunal et a plaidé coupable. Il a été condamné à 5 ans de prison. Sheikh Hasina a publié une déclaration depuis l'Inde en qualifiant le verdict, je cite, de partial et de politiquement motivé, ajoutant que le verdict de sa culpabilité était attendu. La relation entre la Nouvelle-Zélande et les îles Cook se trouve toujours dans une impasse depuis la signature en février 2025 entre le Premier ministre des îles Cook, Mark Brown, et la Chine de 4 accords de partenariat. Mark Brown avait signé les accords sans consulter la Nouvelle-Zélande, avec laquelle les îles Cook sont pourtant en relation de libre association, une décision que supporte mal le gouvernement de Wellington qui craint que les accords signés ne représentent un risque pour la sécurité et ne portent atteinte aux intérêts stratégiques de la Nouvelle-Zélande. Le gouvernement néo-zélandais a suspendu pour la 2e fois des financements destinés aux îles Cook, portant le montant de l'aide budgétaire suspendu à près de 30 millions de dollars néo-zélandais sur 2 ans. Depuis le début de l'année, les 2 gouvernements s'affrontent à coups de déclarations. Le Premier ministre néo-zélandais Christopher Luxon a déclaré lundi dernier que les îles Cook étaient les uniques responsables de la brèche dans la relation, affirmant que le gouvernement de Nouvelle-Zélande avait besoin de voir une réponse des îles Cook pour restaurer la confiance. Cité par le média Radio New Zealand, le ministre des Affaires étrangères de Nouvelle-Zélande, Winston Peters, a critiqué le manque de transparence de la gouvernance aux îles Cook, déclarant que les habitants des îles Cook avaient le droit de savoir ce qui se passait en leur nom et que si l'archipel souhaitait devenir indépendant de la Nouvelle-Zélande, le gouvernement devait organiser un référendum et en informer la Nouvelle-Zélande, réitérant ainsi un défi lancé plusieurs fois au gouvernement des îles Cook qui dit ne pas vouloir changer sa relation de libre association avec Wellington. Radio New Zealand a également rapporté les critiques du chef de l'opposition en Nouvelle-Zélande, Chris Hipkins, qui estime quant à lui que la suspension de l'aide financière ne fait qu'aggraver la situation et pousser les îles Cook dans les bras d'autres pays, une référence à peine cachée à la Chine qui tente de renforcer sa présence et son influence dans le Pacifique. Mark Brown a assuré vendredi dernier que l'économie de l'île se portait bien grâce au secteur du tourisme, comparant avec la situation économique de la Nouvelle-Zélande et affirmant que l'économie de son allié était en recul et que les Néo-Zélandais fuyaient vers l'Australie pour trouver de meilleures opportunités. Des propos qui n'ont pas contribué à apaiser le ton du dialogue. Mark Brown a affirmé que la relation avec la Nouvelle-Zélande avait évolué après 60 ans d'autogouvernance et était passée de relation de parents à enfants à une relation d'amis à amis, une façon de dire que les îles Cook n'ont pas besoin de consulter la Nouvelle-Zélande pour prendre des décisions importantes. Le chef de la diplomatie néo-zélandaise a réagi en disant que les discussions en cours entre officiels des 2 pays étaient constructives et visaient à remédier à la rupture de la confiance, ajoutant toutefois que Mark Brown continuait de promouvoir une vision de la relation entre les 2 pays à travers ses déclarations publiques et ses actions qui n'est pas en accord avec le modèle de libre association. Enfin, Winston Peters a accusé Mark Brown de vouloir récolter tous les bénéfices de la relation de libre association sans vouloir se soumettre à aucune responsabilité mutuelle. Un décret du président indonésien Prabowo Subianto a accordé à l'ex-dictateur Suharto le titre de héros national, malgré de vives oppositions au sein de la société civile indonésienne. Tous les 10 novembre, l'Indonésie célèbre le jour des héros nationaux, le Hari Pahlawan, une journée qui commémore la bataille de Surabaya de 1945, un symbole de la lutte pour l'indépendance de l'Indonésie.
Le nom de l'ex-dictateur de l'archipel, qui a dirigé le pays d'une main de fer de 1967 à 1998 et est décédé en 2008 à l'âge de 86 ans, a finalement été sélectionné après 2 tentatives qui ont échoué à lui accorder ce titre en 2010 et en 2015. Le communiqué du secrétariat de la République indique que les 10 nouveaux héros nationaux, désignés cette année, l'ont été, je cite, sur la base d'études historiques et de conduite exemplaire. Le président Prabowo Subianto, qui n'est autre que le beau-fils de Suharto et son ancien chef des forces spéciales, a justifié la décision en citant le service de Suharto au sein de l'armée et en particulier son rôle de vice-commandant de l'Agence de la sécurité du peuple à Yogyakarta, ainsi que son leadership pour désarmer l'armée japonaise en 1945. Mais le règne de Suharto, c'est aussi la dictature militaire, les purges anticommunistes avec des tueries de masse organisées en 1965, ainsi que des disparitions forcées de militants en 1997-98 et de nombreuses autres violations des droits humains, sans parler du népotisme, de la censure et de la corruption massive, avec des milliards de dollars de biens mal acquis. Des crimes de guerre lui sont aussi imputés à Aceh, en Papouasie occidentale et aux Moluques, ainsi qu'au Timor oriental, annexé par l'armée indonésienne en 1976, avec une répression sanglante de la résistance locale, faisant entre 200 et 300 000 morts ou disparus dans cette région, devenue depuis indépendante en 2002. L'ironie de l'histoire, c'est que figure également sur la liste des 10 nouveaux héros de la nation l'ex-président Abdourahmane Wahid, décédé en 2009, mais aussi Marsina, une jeune militante syndicaliste assassinée en 1993 après avoir été violée et torturée, possiblement avec l'implication de l'armée, une affaire qui avait alors attiré l'attention sur la répression brutale des mouvements ouvriers sous la dictature Suharto. Le président de la Indonesian Legal Aid Foundation, Muhammad Isnur, a dénoncé une trahison des victimes et des valeurs démocratiques et une trahison des réformes et une dangereuse distorsion de l'histoire pour la jeune génération. Le ministre des Affaires sociales, Syafulla Yusuf, a défendu le choix des nouveaux héros nationaux, affirmant, je cite, que tous avaient des défauts, mais que chaque époque avait ses gens, ses accomplissements, ses forces et ses faiblesses, et appelant les Indonésiens à regarder l'histoire, je cite, d'un point de vue holistique et objectif. C'était la revue Asie-Pacifique de cette semaine, présentée par Lisa Dufaux pour Radio Taïwan International. Merci pour votre écoute et à la semaine prochaine.